Mes chers élèves, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 avril et nous allons aborder une nouvelle séance de cours consacrée aux expansions du nom. Je vais, comme d'habitude, jeter un bref coup d'œil à Pronote pour que vous puissiez avoir les idées claires. Alors, je vous rappelle donc que le lundi 20 avril, nous avons travaillé sur l'introduction de l'Odyssée d'Homère. Nous avons parlé du poète, de son œuvre et d'Ulysse, le personnage principal. Le mardi 21 avril, nous avons travaillé le texte intitulé La rencontre du Cyclope. C'est le chant numéro 9 de l'Odyssée. Séance 2, donc la rencontre du Cyclope, c'est la suite. Nous l'avons travaillé, nous avons poursuivi notre travail en envisageant le vocabulaire autour du mot cyclope. Ensuite, séance 3, comment venir à bout de Polyphème, les ruses d'Ulysse. C'est toujours le chant numéro 9 qui est très long, qu'on a analysé de manière différente. C'est-à-dire que si vous vous en souvenez, nous avons travaillé la barbarie avec la présentation de Polyphème le Cyclope, et avec les ruses d'Ulysse, nous avons montré effectivement l'opposition de cette barbarie avec la civilisation. Et aujourd'hui, mardi 28 avril, comme vous le voyez, donc, nous travaillons la séance 4, les expansions du nom. Donc je reprends. Sur votre cahier de français, vous avez donc normalement les titres suivants. Séance 1, introduction à la séquence, l'homme, l'œuvre et le personnage principal. Séance 2, la rencontre du Cyclope. Séance 3, comment venir à bout de Polyphème, les ruses d'Ulysse. Séance 4, les expansions du nom. Il est possible que les titres que vous ayez, donc, il est possible que les titres que vous avez sur votre cahier soient sensiblement différents, parce qu'en fonction du montage vidéo, je n'ai pas nommé de la même manière, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez ces étapes-là. Alors, comme vous le savez, j'ai pour objectif systématiquement d'analyser les outils de la langue par rapport à un texte. C'est la raison pour laquelle ici, vous voyez sur votre droite, vous avez un fragment du texte que nous avons analysé du point de vue de la littérature. Ici, il s'agit donc de la présentation du monde des Cyclopes, plus exactement de l'île des Cyclopes. Donc je vais vous lire ce texte attentivement et nous allons le travailler d'un point de vue grammatical. D'accord ? En avant. Nous atteignîmes ensuite la terre des Cyclopes, des brutes sans loi qui s'en remettent aux dieux immortels et ne plantent jamais de leurs mains ni ne labourent la terre. Chez eux, tout pousse sans semence et sans labour. Le froment, l'orge et la vigne dont les grappes sont gonflées par les pluies de Zeus. Ils n'ont ni assemblée ou délibéré, ni loi. Ils vivent dans des cavernes profondes au sommet de montagnes escarpées. Une petite île se trouve au large du port des Cyclopes, ni trop près ni trop loin. Elle est couverte de bois où les chèvres sauvages prolifèrent. Cette île est dépourvue de troupeaux et de cultures, dépourvue de semences et de labour. Elle reste privée d'habitants et ne nourrit que des chèvres bêlantes. Les Cyclopes n'ont pas de navires aux flancs écarlates, ni de constructeurs capables de leur bâtir de solides vaisseaux en bois pour transporter les marchandises, aller vers les cités des hommes et rendre cette île opulente. Alors il faut bien vous dire qu'une analyse grammaticale, c'est toujours un parti pris. Regardez, je viens d'encadrer ici des termes qui n'ont strictement aucun rapport avec les expansions du nom, mais qui prouvent une chose, qui prouve qu'on aurait très bien pu analyser ce passage d'Homère du point de vue de la négation. Et pourquoi est-ce que je vous parle de la négation ? Pourquoi est-ce que je fais une parenthèse avant de vous parler des expansions du nom ? C'est parce qu'on a déjà fait ce type de travail avec un texte intitulé « L'âge d'or d'Ovide ». Je ne sais pas si ça vous parle. Dans son texte intitulé « L'âge d'or », Ovide, effectivement, va dire ce que la civilisation n'est pas. Pardon, je me reprends. Dans son texte, Ovide va dire en fait ce que l'âge d'or n'est pas. C'est-à-dire que l'âge d'or ne connaît pas l'infamie. L'âge d'or ne connaît pas le crime. D'accord ? Vous vous souvenez de ce texte-là ? Ce texte d'Ovide, eh bien c'est exactement le même principe dans le texte que je soumets à votre attention. À ceci près que nous n'allons pas l'analyser du point de vue de la négation ce coup-ci, mais du point de vue des expansions du nom. Car il s'agit de la présentation du Nil. Et qui dit présentation, dit discours descriptif. Alors nous commençons ce cours par une définition. J'ai utilisé l'expression expansion du nom et vous avez besoin de savoir ce qu'elle signifie. Donc, on appelle expansion du nom, en fait, un mot
ou un groupe de mots qui apportent des précisions sur un nom. D'accord? Si je dis par exemple un livre rouge, rouge apporte des précisions sur le nom livre. Si je dis un livre de grammaire apporte des précisions sur le nom livre. On peut bien évidemment cumuler les expansions du nom, car je peux dire un livre rouge de grammaire. D'accord? C'est clair pour les expansions du nom. Donc il existe différentes sortes d'expansions du nom, pardon, excusez-moi, que nous allons envisager maintenant. L'expansion du nom que vous manipulez le plus aisément, le plus facilement, a pour nom adjectif qualificatif. Vous avez une carte mentale qui résume l'essentiel de ce que vous devez savoir sur l'adjectif qualificatif. Pour l'instant, vous ne notez rien, d'accord? Vous avez sorti vos affaires comme d'habitude. Vous avez devant donc votre cahier, votre trousse, mais vous ne notez rien. Je vous dirai à quel moment il faut écrire des choses. Donc, l'adjectif qualificatif, je citais tout à l'heure l'exemple du livre rouge. Rouge est un adjectif qualificatif. L'adjectif donc enrichit et précise le sens d'un nom. Il varie en genre et en nombre en fonction du nom qu'il qualifie. Si je prends par exemple l'adjectif blanc, c'est encore plus évident. Je peux dire par exemple un cahier blanc, d'accord, accord en genre. Et regardez l'accord en genre, une feuille blanche. Vous voyez que le mot, l'adjectif qualificatif a changé. Et si je dis des feuilles blanches, j'écrirai blanche avec un S ou des cahiers blancs, blanc avec un S, de la même manière. D'accord? Donc ça c'est une règle. On va dire que dans la carte mentale que vous voyez représentée, la question de la variation en genre et en nombre est en fait donc une question d'orthographe, hein, c'est bien clair. Ensuite, dernier point de cette carte mentale, les adjectifs donc se placent avant ou après le nom à l'intérieur du groupe nominal. Alors pas tous les adjectifs peuvent effectivement changer de place. Si je prends les adjectifs qui expriment une émotion, qui expriment par exemple, je ne sais pas moi, l'enthousiasme, les adjectifs qui vont exprimer l'émotion ou le jugement peuvent effectivement se placer ou devant le nom ou derrière. Exemple, un cours fantastique. On va supposer que ce soit mis un cours fantastique ou alors un fantastique cours. Encore que ce soit plus difficile, pourquoi? Parce que le mot cours justement est court. Et donc c'est difficile de placer un adjectif polysyllabique devant. D'accord? Mais en principe, dès lors que l'adjectif exprime une émotion, d'accord, une admiration, ce que vous voulez, un jugement de valeur, il peut se placer devant ou derrière le nom. S'il se place devant le nom, il est plus fort que s'il se place derrière, puisque la place de l'adjectif qualificatif, normalement, c'est derrière le nom. Ça va? C'est clair? Alors, je reprends cette carte mentale pas à pas. Nous avons dit que les adjectifs qualificatifs, donc, enrichissent et précisent le sens d'un nom, qu'ils varient en genre et en nombre en fonction du nom qu'ils qualifient, et qu'il se place enfin avant ou après le nom à l'intérieur du groupe nominal. Alors, on passe maintenant à une autre expansion du nom. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais du livre. Je disais, regardez, on peut dire un livre rouge ou un livre de grammaire, ou pourquoi pas un livre rouge de grammaire, tout à fait envisageable. Si je prends l'expansion du nom de grammaire qui apporte des précisions sur le nom livre, vous voyez que ce n'est pas un adjectif qualificatif. D'accord ? Parce qu'en fait, de grammaire est introduit par une préposition, la préposition de, d'accord? Et grammaire est un nom. Grammaire n'est pas un adjectif, c'est clair? Donc, on est en présence ici d'une nouvelle expansion du nom. La nature, ce sera groupe prépositionnel et sa fonction sera complément du nom. Je vous montre une petite carte mentale pour vous en assurer. Donc, voici la carte dont je vous parle. Dans un groupe nominal étendu, un groupe prépositionnel peut compléter le nom noyau. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un groupe nominal étendu? En fait, c'est pas compliqué. Regardez mon geste ici. Quand j'ai un déterminant et un nom, d'accord, j'ai ce qu'on appelle un GN ou un groupe nominal simple. Et si j'étire, si j'étends, eh bien, j'obtiens un groupe nominal étendu parce que je vais ajouter des adjectifs qualificatifs, des groupes prépositionnels complément du nom ou éventuellement des propositions subordonnées relatives. Imaginons donc que j'ai le nom Ulysse, d'accord? J'ai le nom Ulysse. Si je dis le bel Ulysse, j'ai le déterminant plus belle ici qui sera un adjectif. Le bel Ulysse
à l'intelligence extraordinaire. Vous voyez que je me déplace, j'élargis mon groupe à l'intelligence extraordinaire. Le bel Ulysse à l'intelligence extraordinaire dont nous avons parlé en classe. Et là, vous voyez qu'en fait, eh bien, j'ai élargi complètement. D'accord? C'est ce qu'on appelle le groupe nominal étendu. Ça va? C'est clair? Je reprends ma carte mentale. Pardon. Donc, je disais que dans un groupe nominal étendu, un groupe prépositionnel peut compléter le nom noyau. Si je dis par exemple un meuble à chaussures, vous voyez, un meuble à chaussures, c'est le groupe nominal étendu. Et à l'intérieur, j'ai à chaussures qui est un groupe prépositionnel. Je peux dire un meuble à chaussures, un meuble en bois clair, un meuble de l'Antiquité, un meuble à vernir, un meuble d'autrefois. Donc vous voyez qu'en fait, j'ai plusieurs possibilités au niveau des groupes prépositionnels, expansion du nom. Il y en a d'autres évidemment. Je poursuis donc ce cours. À l'intérieur du groupe prépositionnel, on peut avoir plusieurs classes grammaticales. Vous voyez par exemple, le mot chaussure est un nom, le mot vernir, donc est un verbe et le mot autrefois, d'accord, est un adverbe. C'est clair cela? Oui. Vous voyez donc le groupe prépositionnel peut comprendre des mots de différentes classes grammaticales. Allez, on poursuit petit à petit. Alors ce coup-ci, vous prenez s'il vous plaît votre cahier, vous marquez donc le titre de la séance. Séance 4, les expansions du nom. Donc je dicte. Séance 4, les expansions du nom. Si vous avez un doute sur l'orthographe du mot expansion, regardez, il est ici. D'accord? Séance 4, les expansions du nom. Ensuite, vous sautez une ligne et vous marquez grand 1, travail sur le texte d'Homère. Je répète. Vous marquez ensuite grand 1, travail sur le texte d'Homère et l'exercice 1, classement des expansions. D'accord? Une fois que vous avez fait cela, eh bien, nous allons pouvoir commencer à travailler à l'oral d'abord. Donc, je répète. En titre, vous avez marqué séance 4, les expansions du nom. Ensuite, en grand 1, travail sur le texte d'Homère. Grand 1, travail sur le texte d'Homère, que vous avez ici. Vous sautez une ligne après avoir marqué grand 1, travail sur le texte d'Homère. Exercice 1, classement des expansions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Alors en avant. En avant, en avant. Je vais donc vous relire le texte et l'objectif, ça va être en fait de faire quoi? C'est un texte magique. Il va falloir récupérer des mots ou des groupes de mots et les déplacer dans les cartouches, d'accord? En fait, il y a des mots qui se cachent dans le texte. Oui? Allez, je vous relis ce texte avant de faire ce classement. Nous atteignîmes ensuite la terre des Cyclopes, des brutes sans loi qui s'en remettent aux dieux immortels, et ne plantent jamais de leurs mains ni ne labourent la terre. Chez eux, tout pousse sans semence et sans labour, le froment, l'orge et la vigne dont les grappes sont gonflées par les pluies de Zeus. Ils n'ont ni assemblée ou délibéré, ni loi. Ils vivent dans des cavernes profondes au sommet de montagnes escarpées. Une petite île se trouve au large du port des Cyclopes, ni trop près ni trop loin. Elle est couverte de bois où les chèvres sauvages prolifèrent. Cette île est dépourvue de troupeaux et de cultures, dépourvue de semences et de labour. Elle reste privée d'habitants et ne nourrit que des chèvres bêlantes. Les Cyclopes n'ont pas de navires aux flancs écarlates, ni de constructeurs capables de leur bâtir de solides vaisseaux en bois pour transporter les marchandises, aller vers les cités des hommes et rendre cette île opulente. Pardon. Donc, regardez bien ce texte que j'ai soumis à votre attention et posez-vous la question suivante. Où sont les mots qui apportent des précisions sur d'autres mots? D'accord? Ne cherchez pas des mots qui apportent des précisions sur les verbes, parce que dans ce cas-là, c'est une autre fonction grammaticale, d'accord? Il s'agira de la fonction complément circonstanciel. Là, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des noms, d'accord? Et des expansions du nom. Est-ce que c'est compris? Ça va?
Alors, vous avez ici, regardez le même texte avec les noms encadrés, d'accord? Les noms, effectivement, qui reçoivent des expansions. Pour savoir si un mot est un nom, il faut que je place un déterminant devant, tout simplement. Par exemple, est-ce que je peux dire une terre, deux terres? Oui, c'est possible. Donc, le mot terre que vous avez effectivement en première ligne, le mot terre est un nom. Je peux dire quelques cyclopes, des cyclopes, un cyclope, donc le mot cyclope est aussi un nom. Même chose pour les noms qui suivent, brute, dieu, vigne, pluie, caverne, sommet, montagne, île, large, chèvre, d'accord, qui est employé 2 fois, c'est clair? Et donc l'objectif, cela va être effectivement de se poser des questions par rapport à ces noms pour trouver l'expansion. Donc vous voyez, les flèches ici que j'ai dessinées sont des flèches tout à fait arbitraires, je n'ai pas déterminé l'expansion puisqu'on va le faire ensemble. Allez, en avant. Commençons par trouver ici les expansions du mot terre. Alors, si je cherche les expansions, qu'est-ce que je trouve? C'est pas n'importe quelle terre, c'est la terre des cyclopes. Vous voyez, je vous disais, c'est en fait un texte interactif. Des cyclopes. Est-ce que ce sont des adjectifs? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est un groupe prépositionnel? Ou est-ce que c'est une subordonnée relative? Alors, je précise que la proposition subordonnée relative est introduite par qui, que, quoi, dont, où, c'est-à-dire par un pronom relatif. Je le répète, la proposition subordonnée relative. Elle est appelée proposition parce qu'il y a un verbe à l'intérieur, subordonnée parce qu'elle dépend de notre groupe et relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Vous, ce que vous allez retenir, comme je viens de vous l'indiquer, c'est que cette proposition subordonnée relative, elle est placée après un nom et elle apporte des précisions sur un nom. Elle est introduite par quoi? Par qui, que, quoi, dont, où. Ces mots-là sont des pronoms relatifs. Très bien. Allez, on poursuit. Donc, le groupe des cyclopes, en fait, est introduit par une préposition. C'est un groupe prépositionnel. On continue. Autre nom maintenant. Le nom. Donc là, vous commencez à copier. Ça, on est bien d'accord que vous devez le faire. Vous devez faire vos 3 cartouches. Les adjectifs qualificatifs, les groupes prépositionnels et les subordonnées relatives. D'ailleurs, plutôt que de faire des cartouches, je vous conseille de présenter cela sous la forme d'un tableau avec 3 colonnes. La première pour les adjectifs, comme je vous l'ai dit, la deuxième pour les groupes prépositionnels, etc. C'est clair? Je poursuis. Il y a un autre nom qui me paraît ici précisé, c'est le nom brut que vous avez là. Alors, comment est-ce qu'elles sont ces brutes? Je vous écoute. Elles sont effectivement sans loi. Donc, sans loi est un autre groupe. Il s'agit encore une fois d'un groupe prépositionnel. Pour quelle raison? Parce que regardez, c'est facile. On a ici la préposition des et là la préposition sans. D'accord? Ensuite, regardez, ce ne sont pas n'importe quel groupe sans loi, mais des groupes qui s'en remettent aux dieux immortels et ne plantent jamais. Alors regardez le groupe ici, qui s'en remettent aux dieux immortels et ne plantent jamais de leurs mains ni ne labourent la terre. On a un groupe ici qui est un petit peu long, le voici, donc il est introduit par qui? Donc j'ai dit que lorsqu'un groupe est introduit par qui, que, quoi, dont, où, il s'agit d'une proposition subordonnée relative. Donc je vais placer ce groupe ici. On voit bien qu'il s'agit ici d'une proposition subordonnée relative, car vous avez ici, comme je viens de l'indiquer, le pronom relatif qui. Allez, on poursuit le travail. Donc, si je prends maintenant le nom Dieu que vous avez ici, d'accord, ces dieux ne sont pas n'importe quel dieu, il y a encore une expansion du nom que nous allons trouver. Alors, par exemple, je vais demander à Soleya. Soleya vient de nous rejoindre, c'est une élève en fait qui est aux États-Unis, qui suit le cours de 6e. Donc, Soleya, d'après toi, où est l'expansion du nom ici? Effectivement, c'est le mot immortel qui est un adjectif qualificatif. Je vais le placer là. D'accord. On poursuit le travail. Si je prends maintenant le mot vigne que vous avez ici reçoit aussi une expansion du nom. Quelle est cette expansion du nom? C'est une grosse expansion du nom. Effectivement, c'est dont les grappes sont gonflées par les pluies de Zeus. D'après vous, dont les grappes sont gonflées par les pluies de Zeus, de quoi s'agit-il? C'est pas bien compliqué. Dès lors qu'un groupe est un peu long, il y a de fortes chances,
il y a de fortes chances pour que ce soit une proposition subordonnée relative, d'accord? Et on a vu qu'il y a un pronom relatif devant, donc aucun doute. Vous allez donc mettre le groupe dont les grappes sont gonflées par les puits de Zeus dans le cartouche consacré aux subordonnées relatives. N'oubliez pas donc d'écrire tout ceci petit à petit, de faire la même chose que moi. Je vais effacer la première subordonnée relative car je n'ai plus la place et mettre la deuxième. Voilà, je déplace donc, dont les grappes sont gonflées par les puits de Zeus, et je vais donc encadrer le pronom relatif dont. C'est bien clair? Dont les grappes sont gonflées par les puits de Zeus. Ça va pour tout le monde? Allez, on poursuit. Je vois deux autres noms qui sont susceptibles de recevoir des expansions, c'est le nom caverne et le nom montagne, d'accord? Quelles sont les expansions du nom qui sont reçues? Par exemple, Greta, peux-tu me dire quelles sont les expansions? Regarde, je pourrais très bien en pareil cas essayer de trouver l'expansion faisant comme ça, d'accord? Et pareil pour montagne. Donc évidemment, je te donne la réponse. La première expansion, c'est profonde et la deuxième, c'est escarpée. Je vais donc déplacer le mot profonde, d'accord? Ainsi que le mot escarpé. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces deux mots-là, profonde et escarpé? Est-ce qu'il s'agit de groupes prépositionnels, de subordonnées relatives ou d'adjectifs qualificatifs, Greta? Effectivement, tu as raison, ce sont des adjectifs qualificatifs. Et on voit bien, pour revenir à ce que je vous disais, qu'il y a un accord en genre et en nombre. Regardez par exemple ici, vous avez la marque du pluriel, immortel avec un S, profonde avec un S, escarpé et ES. Ici, on a à la fois la marque en genre, féminin, et la marque en nombre, pluriel. Ça va? Allez, on poursuit. Je vais effacer les flèches dont je n'ai plus besoin et je cherche maintenant un autre nom qui reçoit des expansions. Il y a le nom sommet ici que j'ai oublié, d'accord? Ce ne sont pas n'importe quel sommet, ce sont des sommets de montagnes escarpées. Vous voyez? Donc j'utilise ici mon texte interactif. De montagnes escarpées, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un adjectif qualificatif? Non. Pourquoi? Parce qu'un adjectif, c'est un mot et un seul. Est-ce que c'est un groupe prépositionnel? Oui. Pour quelle raison? Parce que de ici, donc, est une préposition. Donc, deux montagnes escarpées, vous le notez dans la partie des groupes prépositionnels. Donc, vous voyez qu'on travaille sur trois natures grammaticales. On travaille donc sur les adjectifs qualificatifs ici. Les groupes prépositionnels, et enfin les propositions subordonnées relatives. C'est clair? Vous y êtes? Allez, on poursuit ce boulot. J'ai ensuite le mot île ici. Ce n'est pas n'importe quelle île. Paolo, par exemple, comment est-ce qu'elle est cette île? Effectivement, Paolo, tu as raison, elle est petite. Donc, petite est une expansion du nom. Où est-ce que je vais placer petite? Exact, dans la partie des adjectifs qualificatifs. Allez, faites-le vous aussi. Je poursuis mon travail, j'ai le mot large. Le mot large. Le large signifie en fait le lointain lorsque l'on parle de la mer, d'accord? Nous avons un groupe prépositionnel qui apporte des précisions sur le mot large. C'est du port des Cyclopes que je vais donc placer dans le deuxième cartouche, c'est-à-dire ici. Voilà, alors je le mets là parce que j'ai pas de place malheureusement. N'oubliez pas en revanche d'encadrer le mot du ici, qui est une préposition. Alors vous le mettez à la suite, hein, on est bien d'accord. Ça va, c'est clair? Bien, je poursuis. Alors je vais pas tout faire parce que ça va être extrêmement difficile. Je prends maintenant le mot chèvre. Alors, le mot chèvre. Je suis surpris que personne ne me dise « Monsieur, vous avez oublié un mot ». Et oui, j'ai oublié le mot bois. Alors, je recommence, attendez. Je vais déplacer, en fait, ici, voilà. J'ai oublié le mot bois, 1000 excuses. Voilà. Quel est le groupe qui apporte des précisions sur le mot bois? Alors, ce qu'on appelle un bois, c'est une forêt, en fait. Hein. C'est donc un endroit qui contient des arbres. Elle est couverte de bois. Très bien, ce ne sont pas n'importe quel bois, ce sont des bois où les chèvres sauvages prolifèrent. Où les chèvres sauvages prolifèrent, quelle est la nature grammaticale? Vous voyez, il y a un verbe conjugué qui est le verbe proliférer ici, le pronom relatif ou, donc c'est une proposition subordonnée relative. Mettez-la effectivement à la suite.
où les chèvres sauvages prolifèrent. Maintenant, je peux faire le mot chèvre. On entoure le mot chèvre. Et où est l'expansion du nom? C'est bien entendu l'adjectif qualificatif sauvage que je vais donc placer ici. Ça va pour tout le monde? Alors, est-ce que j'ai éventuellement oublié quelque chose? Oui, on sait que le mot chèvre, effectivement, que nous avons là, reçoit, donc c'est le deuxième mot chèvre, reçoit une autre expansion. Il s'agit d'un autre adjectif qualificatif, bêlante, d'accord? C'est-à-dire un animal qui fait bé. Ça va? Vous voyez encore une fois ici l'accord en genre et en nom. Donc on a effectivement ici sauvage avec un S et bêlante avec un S aussi. Je termine ce travail. Nous avons le mot navire qui est utilisé ici, Voilà, le mot navire qui est utilisé ici. Ce n'est pas n'importe quel navire dont il est question. Ce sont, Nicolas, des navires. Quelle est l'expansion du nom ici? Aux flancs écarlates, tu as raison. Et aux flancs écarlates, donc de quoi s'agit-il? Un adjectif qualificatif, un groupe prépositionnel ou une proposition subordonnée relative? Alors, oui, tu as raison, c'est un groupe prépositionnel. Donc vous le mettez dans le cartouche prévu à cet effet. Vous encadrez au, qui est en fait la préposition. C'est bon? Tout va bien? Je vais maintenant envisager un dernier nom qui est le nom vaisseau qui signifie bateau, d'accord? Souvenez-vous, le vaisseau d'Ulysse, d'accord? Donc ce mot vaisseau va recevoir en fait deux expansions du nom. Est-ce que vous les voyez, ces expansions? Par exemple, Sarah, est-ce que tu vois les expansions du mot vaisseau? Tu as raison, il y a le mot solide que je vais mettre ici. Solide est un adjectif qualificatif. Est-ce que tu en vois un autre? En bois qui sera en fait ici un groupe prépositionnel, d'accord? Tout petit, mais un groupe prépositionnel quand même. Et donc je vais entourer ici ou encadrer la préposition en. Exact. Bien. Enfin, un dernier nom. Allez, je avais dit que c'était le dernier, mais non, il m'en reste un. Vous voyez, comme c'est un texte très détaillé, forcément, il y a maintes expansions du nom. Le nom cité reçoit une expansion. Le nom il aussi, décidément, j'en ai pas fini. Voilà, on va prendre ces deux noms. Allez, on réfléchit aux expansions. Je vous écoute. On a effectivement des hommes ici, qui est un groupe prépositionnel, et on a opulente, qui est un adjectif qualificatif. Voilà, j'en ai terminé. Je mets des hommes ici et opulente là, et c'est fini. Pardon. Alors, maintenant on va se poser la question de savoir si dans le texte, il n'y a pas des adjectifs qualificatifs qu'on a laissés volontairement de côté, parce qu'en fait ces adjectifs-là ne sont pas des expansions du nom. En fait, je vous ai guidé dans votre apprentissage, et c'est clair qu'il y a certains adjectifs qui ne sont dans le texte ni déplaçable, ni supprimable. Lorsqu'un adjectif ne peut pas se supprimer, ce n'est pas une expansion du nom. D'accord? C'est bien clair? Donc, attention, si on vous demande, notamment au brevet des collèges, mais vous avez le temps, si on vous demande de trouver des expansions du nom, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver tous les adjectifs, par exemple. Hein? C'est clair cela? Lorsque je vous parle d'adjectifs, j'apporte une petite précision supplémentaire. Lorsque je vous parle d'adjectifs, il peut s'agir en fait de deux choses. Hein. Il peut s'agir d'un adjectif classique qui va indiquer la forme, la couleur ou l'état. Exemple, rouge, la couleur, ovale, la forme, triste, l'état, d'accord? Il peut s'agir de cela, mais il peut aussi s'agir d'un participe passé employé comme adjectif qualificatif, d'accord? Si je dis par exemple un livre abîmé, qui s'écrit à la fin avec un « et », est issu du verbe abîmer, ER, qui est un verbe du premier groupe. C'est compris? Donc quand on parle d'adjectif, on parle à la fois d'adjectif qualificatif ou de participe passé employé comme adjectif qualificatif. Allez, je poursuis. Vous allez donc marquer, vous sautez une ligne et vous marquez exercice 2. Quels sont les adjectifs du texte qui ne sont pas supprimables? Pourquoi? D'accord? Donc on va les trouver dans le texte là. Vous voyez que j'ai fait un peu de toilette au niveau du texte, j'ai enlevé tout ce qu'on a fait. Donc je répète la question que vous notez. Exercice 2. Quels sont les adjectifs du texte qui ne sont pas supprimables? Pourquoi? Alors on va commencer par des adjectifs ou des participes passés employés comme adjectifs qui reçoivent des compléments. Par exemple ici, regardez, cette île est dépourvue de troupeaux et de culture. D'accord? De troupeaux et de culture.
apporte des précisions, en fait, ici, sur le mot dépourvu, d'accord? Et il y a un autre exemple que j'aimerais vous donner, ici. Regardez, donc, les Cyclopes n'ont pas de navire aux flancs écarlates, ni de constructeurs capables de leur bâtir de solides vaisseaux. Vous voyez que de leur bâtir de solides vaisseaux, d'ailleurs, il m'en manque en bois, voilà, pour transporter les marchandises. Ici, ce groupe, effectivement, eh bien, apporte des précisions sur l'adjectif qualificatif capable. Si j'enlève le mot dépourvu ici, regardez, je l'enlève. Si j'enlève le mot dépourvu ici, j'obtiens la phrase « Cette île est de troupeaux et de culture ». La phrase est incorrecte, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'écrire cela, d'accord? Donc je ne peux pas supprimer l'adjectif. Si je fais la même chose avec capable, j'obtiens « Les Cyclopes n'ont pas de navire aux flancs écarlates, ni de constructeurs de leur bâtir de solides vaisseaux ». Donc vous voyez que ça ne va pas, effectivement, hein, la phrase est incorrecte. Est-ce que vous voyez maintenant d'autres adjectifs qualificatifs ou de participe passé employés comme adjectifs qui se construisent, donc qui ne sont pas supprimables, d'accord? Regardons attentivement le texte. Alors, vous allez me dire gonfler. Sauf qu'en fait, gonfler, ES ici, pourrait être senti comme un adjectif qualificatif, mais non. Le participe passé est employé dans une structure un peu particulière. C'est la même chose que l'on a, regardé ici, avec couverte. On reconnaît ici, on reconnaît le verbe couvrir, d'accord? Si je prends ces deux mots, gonfler et couverte, en fait, je ne suis pas en présence d'un adjectif qualificatif, c'est un piège. Je suis en présence ici d'une construction que l'on appelle, alors qu'on l'appelle comment? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en classe. Pardon, ce n'est pas le sujet qui fait l'action, le sujet subit l'action, d'accord, on inverse. Autrement dit, c'est la voix passive, très juste. Donc le participe passé ici appartient à une structure spécifique qu'on appelle la voix passive. On ne va pas le considérer comme une expansion du nom, c'est bien clair. Ça va? Allez, on va prendre des notes. Donc vous avez marqué exercice 2, quels sont les adjectifs du texte qui ne sont pas supprimables et pourquoi. Donc on ne va considérer que deux adjectifs qualificatifs, les adjectifs dépourvu, d'accord, ici, dépourvu, et capable, d'accord. Les deux autres, gonflé et couverte, comme je vous l'ai dit, eh bien je ne vous en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la voix passive. Donc on marque les adjectifs, donc les adjectifs, allez-y, les adjectifs, ouvrez les guillemets, donc dépourvu, les adjectifs dépourvu et capable, les adjectifs dépourvus et capables, les adjectifs dépourvus et capables. Donc les adjectifs dépourvus et capables ne sont pas, vous marquez, ne sont pas supprimables. Les adjectifs dépourvus et capables ne sont pas supprimables. Pourquoi ne sont-ils pas supprimables? Parce qu'ils sont accompagnés d'un complément. Donc je répète, les adjectifs dépourvus et capables ne sont pas supprimables parce qu'ils sont accompagnés d'un complément appelé complément de l'adjectif. Et entre parenthèses, vous marquez les deux compléments de l'adjectif. Donc on aura de troupeaux et de culture, de troupeaux et de culture, virgule, de leur bâtir de solides vaisseaux en bois, de leur bâtir de solides vaisseaux en bois. Donc je répète en avant. Les adjectifs dépourvus et capables ne sont pas supprimables parce qu'ils sont accompagnés d'un complément appelé complément de l'adjectif. De troupeaux et de culture, de leur bâtir de solides vaisseaux en bois. Ça va, c'est clair? Vous avez bien noté tout cela? Alors, on peut poursuivre ce travail. Mettez un S à capable que j'ai oublié ici. Vous voyez, je viens de le rajouter. Mettez un S à capable. Et donc, nous en avons terminé.
Alors, nous allons travailler maintenant sur une autre expansion du nom. Je rappelle que nous avons vu l'adjectif qualificatif. Alors ensuite, le groupe prépositionnel complément du nom, la proposition subordonnée relative, et il me reste à voir maintenant la position. D'accord? Qu'est-ce que la position? Alors, un petit peu de lecture. La position est une construction particulière. On précise un nom ou un groupe nominal par un groupe nominal simple ou un GN étendu. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de mettre à côté du nom un adjectif ou un groupe prépositionnel, vous allez mettre un autre GN. Et la grande caractéristique, c'est que vous allez utiliser un signe de ponctuation qui est la virgule. D'accord? Regardez les exemples que je vous donne. Ulysse, virgule, le héros. Le héros est un GN simple, on a un déterminant et un nom. Ulysse, virgule, le héros grec. Ici, on a en fait un groupe nominal étendu parce qu'on a donc le qui est un déterminant, héros qui est un nom et grec qui est un adjectif qualificatif. Enfin, Ulysse, virgule, l'homme aux 1000 ruses. Attention, le mot 1000 est invariable. L'homme, donc, on a ici un déterminant, un nom, plus un groupe prépositionnel. Ça va? Et donc, ce que vous voyez ici, qu'il s'agisse du héros grec ou de l'homme aux 1000 ruses, chaque fois, il s'agit d'apporter des précisions sur le nom Ulysse. Je vais vous proposer maintenant un exercice. Donc, vous voyez que sur votre droite, j'ai collé en fait une image du cyclope tel que c'est le cyclope qui apparaît dans le film dont vous vous souvenez le film donc de Mario Camerini, pardon, je me mêle un peu les pinceaux, j'ai tellement de références dans la tête qu'au bout d'un moment. Donc c'est le film de Mario Camerini avec Kirk Douglas dans le rôle du personnage principal. Vous vous souvenez qu'on avait travaillé là-dessus? Et bien là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le corps du cyclope pour pouvoir donc faire un petit montage. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Parce que bien évidemment, le texte d'aujourd'hui concerne le cyclope et l'île des cyclopes, d'accord? Alors, regardez le travail que nous avons à faire ensemble. Je vais vous lire le texte. Nous atteignîmes ensuite la terre des cyclopes, des brutes sans loi qui s'en remettent aux dieux immortels et ne plantent jamais de leurs mains ni ne labourent la terre. Vous allez donc sauter une ligne et marquer exercice 3. Je vous dicte donc la consigne. Recopie la phrase précédente, souligne le GN apposé et trouve les expansions à l'intérieur de ce groupe nominal. Donc si vous le voulez bien, cet exercice on va le faire ensemble aussi, d'accord? Parce qu'il n'est pas évident. Alors ce que je vais vous demander de faire après la consigne que vous avez dû écrire par ici, je vais vous demander de sauter 3 lignes et vous allez recopier intégralement le passage que vous avez sous les yeux et que je vous répète. Nous atteignîmes ensuite la terre des cyclopes, des brutes sans loi, qui s'en remettent aux dieux immortels et ne plantent jamais de leurs mains ni ne labourent la terre. Donc, objectif, faire une analyse grammaticale de ce passage. Alors, en avant. Déjà, regardez, j'ai trouvé ici, je viens de souligner, en fait, un groupe qui est très long. Ce groupe-là, quand je le regarde, en fait, il est l'équivalent du mot cyclope. C'est-à-dire que les cyclopes égale, je pourrais utiliser ici le signe égal, les cyclopes égale des brutes sans loi qui s'en remettent aux dieux immortels, ils ne plantent jamais de leurs mains ni ne labourent la terre. Tout ce groupe-là a une nature grammaticale et une fonction que je vous montre. Il s'agit pour la nature d'un groupe nominal étendu et pour la fonction, ce sera apposition au nom cyclope. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Oui. Et ensuite, à l'intérieur de ce groupe, nous allons avoir d'autres expansions du nom. La première expansion du nom, la plus grande, c'est celle que je viens donc de souligner, d'accord? Des brutes sans loi qui s'en remettent aux dieux immortels et ne plantent jamais de leurs mains ni ne labourent la terre. À l'intérieur de ce groupe, on peut repérer l'expansion du nom suivante. Vous voyez, sans loi. Sans loi a pour nature groupe. Alors sans loi, groupe prépositionnel. Vous reconnaissez la préposition sans. Et la fonction de sans loi, ce sera complément du nom brut. Allez, je vous le montre. Nature, groupe prépositionnel, fonction, complément du nom brut. Vous faites exactement comme moi, c'est-à-dire que vous allez créer un schéma, d'accord? Vous allez créer vos cartouches pour pouvoir identifier la nature et la fonction des groupes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Donc si je résume
Ici, on a dit qu'on a la position, le groupe nominal à poser. Et donc, ici, en 3, voilà, nous avons donc le groupe prépositionnel complément du nom. Je poursuis avec, donc maintenant, voilà, un autre groupe. À l'intérieur du gros groupe, regardez, nous avons qui s'en remettent aux dieux immortels, ils ne plantent jamais de leurs mains, ni ne labourent la terre. Vous allez faire comme moi, vous allez encadrer ce groupe-là, d'accord? Il a une nature et une fonction. Regardez, par quoi est introduit ce groupe? Il est introduit par le mot qui. Je rappelle, pardon, alors comment est-ce qu'on appelle un groupe introduit? Par qui, que, quoi, dont, où, une proposition subordonnée relative. Très bien. Je vais donc, pour pouvoir déterminer la nature et la fonction de ce groupe-là, noter nature, proposition subordonnée relative. Et quant à la fonction sera complément du nom brut. Même chose. En fait, quand on regarde, finalement, sans loi apporte des précisions sur le nom brut. Et qui s'en remettent aux dieux immortels, ne plantent jamais de leurs mains ni ne labourent la terre, se rapporte aussi au nom brut. C'est compris? Ça va pour tout le monde? À l'intérieur de la proposition subordonnée relative que j'ai encadrée en noir, je pourrais déterminer une autre expansion qui est le mot immortel. D'accord? Immortel, quelle est d'après vous la nature grammaticale de ce groupe? C'est effectivement un adjectif qualificatif qui se rapporte à Dieu, qui sera donc épithète liée au nom Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, vous avez l'analyse grammaticale complète des expansions du nom dans cette phrase. Et c'est ça que je veux voir reproduire sur votre cahier. Alors imaginons maintenant qu'au lieu de dire les cyclopes des brutes sans loi, je dise et j'écrive Athéna, la déesse de la sagesse, ou alors Aurore, virgule, la déesse aux doigts de rose. En fait, je vais utiliser une formule un peu particulière que l'on appelle une épithète homérique. À quoi servent les épithètes homériques? En fait, les épithètes homériques permettent au poète de fixer dans la mémoire les éléments importants. C'est-à-dire que pendant que je vais dire l'épithète homérique, je peux me souvenir du reste de l'histoire. C'est un moyen mémotechnique, d'accord? C'est aussi un autre moyen pour les poètes. L'épithète homérique permet quoi? Permet tout simplement d'équilibrer les maîtres du vers à l'intérieur du texte poétique. Car comme je vous l'ai dit, l'Iliade comme l'Odyssée sont des textes poétiques. Je ne vais pas rentrer dans les considérations sur la poésie grecque, car premièrement, j'en suis pas capable. Je suis faisant de lettres modernes et pas de lettres classiques. Donc je vous propose un jeu. Vous allez maintenant sauter une ligne et vous marquez exercice 4. Déplace l'épithète homérique vers la divinité à laquelle elle se rapporte. Donc vous n'allez pas déplacer. En fait, regardez, vous allez marquer, donc vous allez faire une ligne pour chaque divinité. Une ligne pour Circé, une pour Hermès, une autre pour Poséidon, une pour Ulysse, pour Zeus et pour Athéna. Donc vous avez 6 lignes en tout. Et l'objectif, ça va être de trouver plusieurs épithètes homériques. Ça va? D'accord, j'espère qu'une ligne suffira. Alors, là, j'ai un petit tas d'épithètes homériques. Attention, il y a des intrus, c'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on supprimera, parce que, des groupes, pardon, et pas forcément des mots, parce que ces groupes ne concerneront pas forcément les divinités qui sont citées ici. Ça va, c'est clair? Alors, en avant, je vais déplacer, par exemple, alors, pourquoi pas la déesse au clair regard. Donc déjà la déesse, ce ne sera pas Hermès, puisqu'Hermès est un dieu. Bien d'accord? Ce ne sera pas non plus Poséidon. Donc en fait, j'ai le choix entre quoi et quoi? J'ai le choix entre Circé, Athéna. Voilà, j'ai que deux possibilités, d'accord? Deux femmes, Circé et Athéna. La déesse au clair regard, en fait, va se rapporter à Athéna. Donc je mets la formule ici. Je continue. Le maître des nuages. Alors, le maître des nuages, où est-ce que je vais mettre le maître des nuages? Déjà, le maître, on est bien d'accord. Donc, je vais chercher une divinité masculine. Il peut s'agir d'Hermès, de Poséidon, d'accord? Ulysse, est-ce qu'Ulysse c'est une divinité? Non, mais c'est un homme, donc ça pourrait être pourquoi pas le maître des nuages ou Zeus. D'après vous, effectivement, vous avez raison, le maître des nuages, c'est Zeus. On poursuit ensuite.
Au mille ruses. Alors, au mille ruses se rapporte à qui? Vous le savez, vous avez travaillé sur le passage, le chant numéro 9 consacré au Cyclope. Donc, au mille ruses se rapporte à Ulysse. Vous avez raison. Je prends le mot maintenant, le mot ailé. Le mot ailé que nous avons ici. Alors, ailé, est-ce que ça se rapporte à Circé? Non, parce que regardez, on a EES. Mais alors, dans ce cas-là, EES, féminin pluriel, ça ne se rapporte ni à Circé, ni à Athéna. C'est un... Effectivement, on parle de paroles ailées dans l'Odyssée d'Homère. Donc, ailé va être l'épithète homérique pour parole. Donc, je supprime ce mot qui ne se rapporte à aucun dieu, ni à aucune déesse. Je le supprime et je continue. Couleur de vin. Alors, Circé, couleur de vin? Non. Hermès, couleur de vin? Non plus. Poséidon non plus. Couleur de vin éventuellement pourrait se rapporter au dieu du vin qui est Bacchus Dionysos, d'accord? Ou couleur de vin se rapporte aussi à la mer, d'accord? La mer, couleur de vin, peut dire une mer effectivement qui est très sombre. Donc c'est également un intrus que je supprime. On poursuit. À la grande expérience. Regardez le mot à la grande expérience. En fait, l'épithète homérique à la grande expérience se rapporte à qui? Est-ce que vous le savez? Nicolas, par exemple, tu as une petite idée? Tu as raison. L'expérience d'un homme. Ce sera Ulysse Tréjus. Très juste. Le père de Polyphème. Facile, le père de Polyphème. Donc, c'est Poséidon, comme on le sait. D'accord? Aux cheveux bleus, c'est facile aussi. Le bleu renvoie au bleu que vous voyez ici, qui est le bleu de la mer. Donc, forcément, le dieu de la mer, c'est Poséidon. La perfide. Alors, le mot perfide veut dire malicieux, méchant, d'accord? Perfide, est-ce que perfide peut se dire d'Athéna? Non. Pour quelle raison? Parce qu'Athéna est l'amie d'Ulysse. Donc, en fait, la perfide, on est bien d'accord que la signifie que c'est une divinité et pas d'un dieu. C'est ou Circé ou Athéna. Par déduction, c'est Circé. Circé la perfide. On poursuit avec aux yeux de chouette. Aux yeux de chouette. Alors, ça pourrait être qui aux yeux? Aux yeux de chouette. Aux yeux de chouette, effectivement, va désigner ici Athéna, d'accord? En fait, il faut faire des recherches sur la biographie de chaque dieu ou déesse pour en prendre conscience. Le Tout-Puissant qui tonne dans le ciel, c'est facile, c'est le fameux foudre de Jupiter, qu'on appelle Zeus dans le monde grec. Le fils de Laërte, qui est le fils de Laërte? C'est Ulysse. Donc vous voyez qu'il y a trois manières d'appeler Ulysse. On peut dire Ulysse aux mille ruses, Ulysse à la grande expérience, ou Ulysse, fils de Laërte. J'ai ici l'ébranleur du sol. Alors, l'ébranleur du sol, on pourrait penser que c'est Zeus. Est-ce que c'est vraiment lui? Non. En fait, l'ébranleur du sol désigne Poséidon, d'accord? On poursuit. Alors, évidemment, il faut faire des recherches. À la baguette d'or, ça en revanche, j'imagine que vous le savez. À la baguette d'or, pensez, effectivement, vous avez raison. Très bien, Itaï. À la baguette d'or se rapporte à Hermès. Et le messager des dieux aussi, vous avez raison. Le messager des dieux. Donc je pourrais très bien faire une phrase en disant, pardon, Hermès, le messager des dieux, Hermès à la baguette d'or, Hermès ce que l'on veut. Et donc dans les cas de figure que je viens de mentionner, on aura une épithète homérique. Alors, au mille drogue, en fait, se rapporte à Circé, d'accord, qui est appelée aussi la magicienne, d'accord, elle réalise des potions. Et enfin, l'ami des sourires se rapportera à Athéna. Ça va, c'est clair? Voilà, j'en ai terminé pour cette première partie de la séance sur les expansions du nom. C'est une séance qui va être longue, qui va être comme un gène étendu, d'accord? Voilà. Et oui, parce qu'en fait, il faut vous apprendre les expansions, il faut faire des exercices. Pardon. Donc, partant de là, évidemment, en moins de 3 heures, c'est ingérable, d'accord? Donc, c'est une séance qui va durer 3 heures. Là, on vient de faire la première heure, les premières 2 heures, parce qu'en fait, j'ai fait 40 minutes d'enregistrement égale 2 heures de cours. Et donc, la prochaine fois, on travaillera sur les exercices du manuel. D'accord? Votre manuel fleur d'encre.
Je vous souhaite en attendant une bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.